Bonjour tout le monde, bienvenue pour la 14e édition du concours J'aime entreprendre. Et oui, c'est la 14e année que ce concours existe. Je suis ravi de pouvoir vous présenter ce concours, donc un concours de pitch. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec ce que c'est un pitch c'est une présentation courte de 3 minutes où le but est de faire comprendre son projet entrepreneurial, parce que c'est un concours d'entrepreneuriat. Et l'idée est de faire comprendre sa présentation de 3 minutes à sa grand-mère de 95 ans comme à sa nièce de 5 ans. Donc l'idée est d'avoir un discours très clair, puissant, et qu'on sait comment vous le faites, pourquoi vous le faites et où vous allez. Ce concours, Anne, s'il te plaît, merci. Donc ce concours, il sera en 3 grosses parties. Donc bien sûr, on vous présentera nos partenaires sans quoi ce concours ne serait jamais possible. Donc je vous les présenterai un petit peu après. On aura bien sûr nos 7 finalistes qui vont avoir 3 minutes pour présenter leur projet et 3 minutes de questions de la part de notre jury qui est devant moi au premier rang. Pour éviter aussi qu'on ait 7 pitchs d'affilée et que ce soit des fois un peu lourd à comprendre, on voulait aussi faire intervenir dans notre jury. On a la chance d'avoir 2 entrepreneuses accomplies sur leur projet. On a Goodloop et Data Lumini qui vont venir aussi témoigner de leur expérience, de pourquoi elles sont devenues entrepreneuses, où elles en sont aujourd'hui, c'est quoi leur valeur, qu'est-ce qu'elles portent aujourd'hui. Et on trouve ça important aussi de transmettre parce que c'est des startups qui sont passées soit par le concours J'aime entreprendre, soit par l'incubateur que je représente. Et on voulait aussi les mettre à l'honneur parce que voilà, c'est aussi grâce à elles que ce concours peut exister. Pendant les pitchs, bien sûr, le jury posera ses questions. Vous, public, vous pourrez poser des questions, bien sûr, mais en deuxième partie, quand le jury délibérera pour donner les 3 premiers gagnants de ce concours, vous avez 15 minutes où les startups, où les 7 porteurs et porteuses de projets seront ici, seront sur scène et vous avez 15 minutes où n'importe qui pourra poser une question qui vous permettront de tout comprendre. Sachez public que vous votez ce soir et qu'il y a un prix public qui sera décerné d'une valeur de 400 euros. Donc voilà, c'est aussi important depuis le vote parce que ça leur permettra à l'un des porteurs de projet de gagner un peu d'argent ce soir. Voilà, donc fin du concours autour de 19h45, 20h, voilà, parce qu'on est un peu tenu par la sécu de fermer ici à 20h. Oui. Donc moi je suis Louis Brouwer, je me suis pas présenté, c'est vrai. Je suis manager d'incubateur à Manufactory à Lyon 3, donc l'incubateur qui est basé sur le campus de Lyon 3. Et moi je travaille pour le CELS, donc le Centre de l'entrepreneuriat à Lyon-Saint-Étienne. C'est une structure qui sensibilise, forme et accompagne des porteurs de projets à créer une entreprise, un projet. Et voilà, et moi je suis là ici pour en appui de Lyon 3 pour la partie on va dire technique, la partie pitch et la partie business model. Donc voilà, je suis ravi d'être ici, d'être là pour la 2e année consécutive. Donc comme je vous l'ai dit, ce concours, il n'existerait pas si on n'avait pas l'ensemble de nos partenaires, institutionnels comme privés. Et donc on va leur donner un peu la parole, parce que l'idée c'est de leur donner quelques minutes pour s'exprimer de pourquoi ils participent à ce concours et en quoi c'est très important d'y participer, de rester depuis 14 ans dedans. Donc la première personne que j'appelle, c'est Christophe Pascal, vice-président chargé de la professionnalisation des partenariats et des relations avec le monde socio-économique. Bien, merci Louis, bonjour à toutes et tous. Je serai très bref parce que je sais que le temps est compté. Je voulais vous dire bien sûr au nom du président Éric Carpano que je représente ce soir et à titre personnel également, tout le plaisir que j'ai de participer à ce jury pour cette seconde édition auquel je participe. L'entrepreneuriat, vous le savez sans doute, est au cœur de l'ADN de Lyon 3 depuis de très nombreuses années. Notre université c'est depuis de longue date investie dans ce sujet de l'entrepreneuriat, dans l'accompagnement des innovations, des initiatives étudiantes. Et donc, il était tout naturel qu'on soit présent et associé à cette très belle manifestation. Et aux côtés du CELS, bien sûr, du Centre d'entrepreneuriat Lyon-Saint-Étienne, dont nous sommes membres, comme les autres universités du site Lyon-Saint-Étienne. Voilà, donc c'est un immense plaisir. Sans doute y aura-t-il peut-être ici dans la salle les talents de demain. On a quelques belles réussites, on en discutait au fil des années. Et puis, de toute façon, il faut... il faut essayer, il faut essayer. Voilà, c'est pas toujours dans la culture française. Prendre des initiatives, essayer, échouer, c'est pas grave finalement. On peut aussi
presque s'amuser, surtout quand on a un statut d'étudiant, s'amuser à essayer et à échouer. Et donc, je suis ravi qu'il y ait ce bel esprit qui continue à infuser à la fois ici, on a le plaisir de pouvoir accueillir et de soutenir cette initiative depuis très longtemps, et puis pour les années à venir. Et je voulais remercier aussi toutes celles et ceux qui organisent cet événement. Bien sûr, Louis, son équipe, Anne-Claude aussi, qui est plus où est Anne, mais elle est quelque part. Ah ben là, évidemment, que je tenais particulièrement à remercier. Et vous souhaiter à tous une très bonne soirée. Je suis impatient de découvrir tous les pitchs. Merci à vous. Merci Christophe. J'appelle Fatia Bouchama, directrice du Centre de l'entrepreneuriat Lyon-Saint-Étienne. On peut l'applaudir, bien sûr. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, installez-vous. Écoutez, moi, tout pareil, pareillement, je suis ravie d'être là ce soir pour la deuxième année, pour effectivement faire partie du jury. Moi, je tenais à souligner évidemment le travail qui est mené par les équipes, alors bien sûr par Anne, par Louis, mais aussi le travail qui est mené tout au long de l'année avec les établissements. On est ravis au centre d'entrepreneuriat d'accompagner les étudiants entrepreneurs dans leurs projets, de l'idée à la création de l'entreprise. Et surtout, on est ravis de pouvoir être un partenaire vraiment aux côtés de l'Université Lyon 3, de ses composantes, de ses écoles. Et chaque année, on est ravis de voir l'esprit d'entreprendre qui infuse de partout, qui transpire même dans les murs. On est ravis chaque année d'avoir des projets qui sont incubés chez nous et que l'on accompagne. Louis, merci pour le travail que tu réalises auprès des porteurs de projets. Voilà, donc hâte de découvrir tous les projets donc, que l'on va entendre ce soir. Bordadero, Coup de pouce, Ichigo Ishi Box, Lix, Passerelle Prolib, Revalu et Smack. Je suis impatiente. Bravo à vous et belle soirée. Merci Fatia. Alors un concours, ça ne serait pas un concours s'il n'y avait pas une dotation financière. On a la chance d'avoir comme partenaire la Caisse d'épargne. Merci Franck Primard de nous représenter Caisse d'épargne Rhône-Alpes pour la partie dotation financière et bien d'autres. Merci Louis. Heureux de représenter la Caisse d'épargne, de représenter la Caisse d'épargne et puis de défendre ce projet. On est présent depuis quelques années, en effet, sur ce concours J'aime entreprendre. En tant que banquier, dans le financement d'une activité, il y a vraiment deux grandes étapes. La première étape, c'est le dossier en tant que tel, où on récolte toutes les informations, le business plan, les éléments qui ont trait au client, à son parcours, son CV. Donc cette première étape, certains l'ont déjà passé, et brillamment, puisque vous êtes finaliste. Et puis la deuxième étape, c'est le pitch que vous allez réaliser ce soir, où là, il va falloir nous convaincre, nous apporter les arguments qui potentiellement ne sont pas lisibles dans le dossier. Donc bonne chance à tous, et que les meilleurs gagnent. Merci Franck. Floriane Bayon, s'il vous plaît, de Attitude Conseil. Bonsoir à tous. C'est parfait, j'avais la même veste, donc nickel. Alors moi, je suis consultante en création et développement d'entreprise. Donc, je suis ravie ce soir également de représenter le cabinet Altitude Conseil pour... je crois que ça fait depuis le début du concours qu'on est partenaire maintenant. Nous, chez Altitude Conseil, on est convaincus qu'entreprendre jeune, c'est aussi partir avec beaucoup d'atouts. Vous avez l'énergie plein phare, vous avez l'avenir devant vous. Et du coup, c'est aussi l'occasion de devenir qui vous êtes vraiment. C'est-à-dire pouvoir mettre vos valeurs, vos aspirations, vos convictions au centre de votre parcours professionnel. Et du coup, c'est aussi un moment où vous avez peu de contraintes, souvent, qu'elles soient familiales ou financières. Alors, allez-y, lancez-vous, osez tester vos idées. Et puis, les tester, vous tromper, ajuster. Et c'est comme ça que vous allez de toute manière apprendre, progresser. Et voilà, et démarrer en tout cas, ce sera une super aventure très riche.
Et nous, en tout cas, on sera ravis d'accompagner, en tout cas de parrainer l'un des gagnants pour quelques séances d'accompagnement. Voilà, bonne chance à tous. J'appelle donc le cabinet Bunch qui nous a rejoint cette année, donc on va leur laisser le mot pour savoir pourquoi ils nous ont rejoints aujourd'hui cette année aussi. Merci Louis, bonsoir à tous. Mohamed et Marie du cabinet Bunch. Nous sommes un cabinet d'avocats, un cabinet d'entrepreneurs pour les entrepreneurs. Nous accompagnons les entreprises à tous les stades de leur vie. On a un accompagnement à 360 degrés, c'est ce qu'on dit. On est très très heureux de vous accompagner, Louis, et plus globalement les candidats, parce que ce concours, il est un peu à notre image, je dirais, innovant, dynamique, jeune. On espère que ça va se prolonger dans le temps. On espère que vous allez prendre du plaisir dans la création de votre entreprise. En tout cas, nous, on est ravis de vous accompagner. Et nous sommes d'autant plus heureux d'être présents ce soir parce que notre présence concrétise notre partenariat avec le Master DJCE en droit des affaires. Les vainqueurs de ce concours et de cette finale bénéficieront d'un accompagnement par notre cabinet conjointement avec les étudiants du Master sur des éléments qui sont fondamentaux et très structurants juridiques. Merci à tous les deux. Donc, comme l'a dit Marie et Mohamed, donc j'appelle le DJCE, qui est une association de l'Université de Lyon 3, qui va nous expliquer aussi ce qu'ils font. Donc c'est ça, nous en fait on est le DJCE, on est un master en droit des affaires qui derrière les étudiants veulent devenir soit avocat, soit juriste d'entreprise. Et en fait le cabinet Bunch a présenté tout à l'heure, mais nous ce qu'on aspire avec ce projet c'est accompagner les entrepreneurs de demain pour pouvoir progresser avec eux. Et en fait on est en âge assez proche des entrepreneurs qui présentent leurs projets, donc en fait on veut évoluer avec eux et chaque année on est pour principe de poursuivre cet accompagnement pour que chaque année les étudiants du DJCE puissent accompagner les projets qui passent pour vraiment grandir avec eux et peut-être dans 20-30 ans continuer d'avoir le lien qui va se créer aujourd'hui. Merci Romain. Solène, si tu veux bien te donner la peine. Donc là, j'appelle les deux entrepreneuses qui vont aussi témoigner. Là, elles vont plutôt présenter leur entreprise, mais après, il y aura un témoignage un peu plus inspirant derrière. Bonjour à tous, merci Louis. Donc, je suis Solène Bécard, je suis la cofondatrice de Goodloop, qui est une boîte qui existe depuis bientôt 3 ans. On a un atelier de réparation qui est spécialisé dans la remise en état d'équipements de sport de montagne. Tout ce qui est sport outdoor. Donc, globalement, on répare des vestes de ski, des doudounes, des sacs à dos, des sacs de couchage, des tentes. Ça pour le compte de particuliers qui peuvent commander leur réparation directement en ligne, en quelques clics sur goodloop.fr. Mais aussi pour le compte de grandes marques de sport, pour qui en fait on opère comme un SAV externalisé. Voilà, on est basé à Lyon. On a eu la chance de passer par l'incubateur Manufactory il y a 1 an et demi, 2 ans. Ça nous a beaucoup aidé. On est aussi passé par Lyon Startup. On a écumé pas mal de programmes, donc on est dispo pour vous en parler si vous le souhaitez. J'ai eu l'occasion de pitcher Goodloop des milliers de fois, je pense, et dans des situations très formelles et parfois très improbables, qui vont du concours Lyon Startup à une descente en rappel dans la tempête en dessous de l'aiguille du Midi. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu l'écart qu'on peut avoir. L'idée, c'est d'être prêt à pitcher tout le temps. Donc je vous souhaite vraiment bon courage. Prenez du plaisir à votre pitch, prenez du plaisir à présenter votre projet, parce que vous êtes ceux qui le connaissent le mieux. Donc vous êtes le plus à même de bien nous le vendre. Voilà, je vous souhaite bon courage à tous. Et enfin Clémentine, notre deuxième entrepreneuse de Data Alumni. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Clémentine Paulet, je suis venue d'Annecy aujourd'hui pour être membre du jury. Alors, pour la petite histoire, j'étais également à votre place sur cette même estrade il y a 6 ans en arrière. J'ai pitché un projet totalement différent que Data Alumni, donc je me suis pris les pieds dans le tapis. Et aujourd'hui, du coup, Data Alumni, c'est quoi? C'est une start-up annécienne qui œuvre pour l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes étudiants comme vous. Comment on fait? En fait, on est dans le vaste secteur des EdTech. Ça veut dire qu'on vend une plateforme Alumni, donc on aide les établissements de l'enseignement supérieur à créer leur réseau d'anciens étudiants pour le mettre à disposition de chacun d'entre vous, de vous étudiants. Le but, c'est de vous montrer qu'il n'y a pas qu'une seule voie, pas qu'un seul parcours après un diplôme, et qu'en fait, vous pouvez prétendre à plein de choses, plein de parcours, et vous pouvez trouver aussi, surtout, votre stage, votre alternance, votre futur emploi directement au sein du réseau des diplômés de votre master.
Donc, Datalumni, en quelques chiffres, en quelques mots, c'est une start-up haïtienne. On est une quinzaine. On accompagne une centaine d'écoles en France et à l'étranger. Et que dire de plus, ça représente 250 000 environ étudiants sur nos plateformes. Voilà. Bah, prenez bien du plaisir dans cette soirée à pitcher et bon courage à tous. Merci Louis. Merci Clémentine. Donc comme vous pouvez le voir, nos deux entrepreneuses pitchent très bien. Donc sans pression pour les 7 prochains, mais voilà, en tout cas, vous pouvez vous inspirer pour les prochaines fois où vous passerez devant un jury. Donc voici les 7 finalistes. Donc déjà, on peut les applaudir parce que déjà, il y a eu plus de 25 candidatures. Donc 7 finalistes. Donc bravo déjà à eux parce qu'il fallait déjà passer les phases de sélection. Donc vous avez Smack, Bordadero, Rivalue, Passerelle Prolib, Lix Coup de Pouce et Ichigo Ichibox, donc dans l'ordre de passage bien sûr. Et donc pour commencer, j'appelle la première startup, la startup Smack. Replongez-vous dans vos souvenirs et imaginez ce fameux fauteuil sur lequel votre grand-père lisait son journal. Ou encore cette jolie table sur laquelle votre grand-mère, un dimanche, vous préparait un délicieux gâteau. Il serait dommage de jeter tous ces souvenirs à la poubelle. Et pourtant, chaque année en France, l'équivalent du poids de 150 tours Eiffel de meubles sont jetés chaque année. Aujourd'hui, on a décidé de redonner vie à ces meubles chargés d'histoire et les transformer. Donc Smack, c'est quoi? C'est une marque de meubles et d'accessoires de décoration. Le concept est simple. On utilise des meubles déjà existants pour en créer de nouveaux en les inscrivant dans notre univers unique, coloré et design. Maintenant qu'on connaît le concept, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, on se retrousse les manches et on passe à l'action grâce à 5 étapes clés. La première, c'est la veille. Avant toute chose, il est important de se rendre compte de ce qui existe déjà sur le marché, de ce qui est à la mode, mais surtout de ce qui nous plaît. La veille, c'est aussi l'occasion de nous mettre d'accord ensemble toutes les trois, Luna, Juliette et moi, Claire, sur l'univers qu'on a envie de créer et de partager. Suite à la veille, on arrive à la phase de sourcing. C'est dans les garages de nos proches, les ressourceries, les brocantes ou encore les vides-greniers qu'on part à la recherche de pépites qui nous serviront de base pour créer les pièces uniques de nos collections. Aujourd'hui, la phase de sourcing, c'est une phase qui est clé puisqu'elle nous permet à la fois de déterminer les compositions de nos collections, mais aussi la cohérence de nos prix. Une fois qu'on a trouvé nos pépites, c'est le moment du design. Le design, c'est le moment où notre créativité peut s'exprimer librement ou presque, puisqu'on donne une nouvelle identité à nos pièces uniques en leur donnant une nouvelle couleur, une nouvelle forme ou des nouvelles textures, tout en veillant à optimiser le plus possible nos achats supplémentaires comme la peinture ou le bois. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur les designs, c'est le moment de les fabriquer. La fabrication, c'est enfin le moment pendant lequel on met la main à la pâte et qu'on construit nos meubles et accessoires dans notre atelier à Lantilly. Aujourd'hui, on a déjà plusieurs pièces qui sont confectionnées, mais on s'est rendu compte qu'on faisait face à quelques lacunes, notamment en niveau artisanal, et on a décidé de se faire accompagner en partie grâce à Damien qui travaille en tant que menuisier designer au Fab Lab. Une fois que nos meubles sont fabriqués, on peut enfin les vendre. Pour la vente, on a décidé de délivrer nos collections sous forme de drop et pour l'instant uniquement sur la plateforme en ligne Etsy. Un drop, qu'est-ce que c'est? C'est une collection capsule exclusive qui est produite en très faible quantité et qui est limitée dans le temps. L'utilisation du drop, il nous permet en fait de 2 choses. La première, c'est d'accentuer l'effet de rareté de nos produits aux yeux de nos consommateurs. Et la deuxième chose, c'est qu'elle nous permet d'alterner entre des phases de production intensive, donc juste avant les drops, et des phases un peu plus de réflexion et de prise de recul entre les drops du coup. Donc vous l'aurez compris, Smack est une marque engagée qui veut faire bien, beau et surtout mieux. Mais au-delà de ça, on a la volonté de rassembler les gens grâce au partage de contenu sur les réseaux sociaux pour normaliser l'optimisation et la réutilisation de ce qui nous entoure. Et surtout, n'oubliez pas, quand la vie vous donne des citrons, faites-en de la limonade. Le micro, on va garder un pour les questions. On passe aux questions du jury. Est-ce qu'il y a une personne du jury qui aimerait poser une question?
En termes de production, est-ce que il y a une équipe dans l'idée, qui produit, enfin qui se charge, dans l'équipe en fait, de la production? Alors, on est toutes les 3. On a des, profils très différents, ce qui nous permettent d'être complémentaires. Moi, j'ai plus la partie, design, due à mon parcours créatif, mais quand c'est la production pure et dure, on met toutes les 3 les mains à la pâte et on apprend de façon autodidacte toutes les 3. Merci. Si vous imaginez, Smack dans 3 ans, vous en êtes où? Si on imagine Smack dans 3 ans, déjà, je pense qu'on aurait vraiment envie de développer une usine, du coup, avec plus de moyens de production. Peut-être former des gens avec un aspect un petit peu social aussi, des gens en réinsertion, avoir un côté social aussi, de ce côté-là. Et ouais, Smack, ce serait, des drops, de plus en plus volumineux, des équipes dédiées au design, des équipes dédiées au sourcing. En fait, toutes les phases qu'on vous a présentées, chacun enfin, avoir, une équipe pour chaque et ouais, voilà. Oui et toujours en gardant nos valeurs, environnementales et sociales, évidemment. Bonsoir. Est-ce que vous avez déjà réalisé une première vente? Si oui, comment ça s'est passé? Quelles étaient les difficultés rencontrées possibles? Ou sinon, quand est-ce que vous prévoyez votre première vente? Merci pour la question. On n'a pas encore, réalisé notre première vente. En fait, on n'a pas encore, enfin nos pièces on a quelques pièces qui ont été, réalisées comme on l'a dit, mais on espère que ça va bien se passer et heu et c'est prévu, pardon, le premier drop au mois de juin, à la saison estivale. OK, merci. Pas de Vous avez prévu de vendre uniquement sous drop, hein, c'est ça, hein? Des salons, des brocantes, je ne sais pas, d'autres moyens de vendre ou uniquement celle-ci? On a déjà envisagé, par exemple le marché de la bonne vintage ou des événements sur Lyon parce qu'il y en a beaucoup. Ça nous permettrait aussi de rencontrer, notre marché et notre public. Donc on y a déjà pensé, oui. Merci. Question peut-être? Oui, bah, je veux bien la dernière question. Justement, votre cible, votre public, quel est-il? Comment vous l'avez identifié aujourd'hui? Je pense que ça, c'est la plus grosse difficulté qu'on a rencontrée jusqu'à maintenant. Parce que notre public, ça peut autant être, les jeunes dans le style qu'on divulgue, mais ça peut aussi être des gens un peu plus âgés qui ont un peu plus de moyens. Parce que nous, on se positionne en termes de prix, pas forcément dans le design de luxe, mais pas forcément dans le bas de gamme non plus. On est un petit peu entre les 2. Donc notre cible, ce serait, les gens qui commencent à s'installer, la trentaine, qui aiment notre style. Forcément, ça a beaucoup de liens avec le style qu'on dégage. Mais voilà, style un peu art déco, enfin design en fait. On s'inspire des designers et on fait comme on peut. Et puis des gens qui ont une conscience écologique, bien sûr, c'est un peu le cœur du projet. Donc voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, on peut les applaudir parce que c'est toujours difficile de passer en première. Décidément. Le projet suivant que j'appelle, c'est Bordadero. Daniela, s'il te plaît. On peut l'applaudir pour lui donner de la force. Oui. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà constaté que la chemise que vous avez achetée en ligne il y a 2 mois est déjà déchirée, en mauvais état, ou les vêtements que vous avez achetés dans votre marque fast fashion préférée est déjà démodé? Est-ce que vous sentez que vous n'avez pas le budget nécessaire pour suivre les tendances qui sont accélérées et microtrends? Actuellement, le mode de la mode est inondé avec des produits qui sont peu durables et qui sont aussi peu accessibles, surtout aux étudiants. Et c'est vrai, l'argent est souvent une contrainte pour pouvoir développer son style personnel et pouvoir s'exprimer à travers de lui. La solution, Daniel Ardila. Non, la solution, Bordadero. Bordadero, c'est une offre, une alternative de mode accessible, durable, sans laisser de côté l'économie.
sans laisser de côté le budget des étudiants. On va combiner l'artisanat et la durabilité et on va offrir des produits très variés qui vont de broderie faite à main, passant par des cagoules et terminant par des produits upcycled. Upcycled, c'est prendre des produits de seconde main et les transformer pour leur donner une nouvelle vie. Donc, Bordadero, c'est pas juste acheter un vêtement, mais il s'agit aussi de adhérer à un mode de vie durable, adhérer à un mode de vie plus soutenable et produire un changement ou participer au changement positif dans l'industrie de la mode. Donc, pourquoi Bordadero? Parce qu'on offre, pardon, pourquoi Bordadero? Parce qu'on offre une alternative pour tous ceux qui n'ont pas peut-être les budgets ou tous ceux qui voient dans leurs réseaux sociaux des exemples qu'ils voudraient imiter. Ils viennent vers nous, bon, moi dans ce moment, et avec une idée qui viennent, on peut fabriquer et créer une nouvelle tendance. Actuellement, nous avons développé beaucoup ce qui est le branding. Je crois que les spécificités de Bordadero, c'est vraiment la personnalité qui est là. Moi-même, j'ai mis un peu de ma personnalité dans la marque, donc c'est très spécial pour moi. Les produits sont faits avec beaucoup d'amour et souci. Et ce qui, disons, nous différencie de la concurrence, c'est que nous ne faisons pas de concurrence avec des magasins seconde main ou friperies, puisque simplement nous pouvons faire des collaborations et avoir une perspective plus vers l'appui pour notre objectif final qui est la soutenabilité. Actuellement, nous avons fait des projets de brocante, braderie, flyers, marketing, entre autres. Et actuellement, je veux que mon travail soit cohérent avec la qualité des vêtements que je présente parce que, comme vous le savez, les vêtements avant été faits avec une qualité meilleure. C'est pour ça que leur expérience de vie est beaucoup plus longue et on les utilise encore. Et c'est pour ça que je espère pouvoir acheter plus de machinerie, plus de machines, désolée, plus de machines pour que, par exemple, surjetteuse ou une machine à coudre industrielle. C'est dans cet espoir que je cherche des investisseurs, des collaborateurs, ou juste des gens qui veulent participer, qui veulent observer mon art et qui aimeraient soutenir ce projet dont je suis fière et je suis enthousiaste pour la suite. Merci. Bravo. À vous, jury. Merci. D'où est venue cette idée-là de ton côté? Est-ce que tu es seule dans l'équipe ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'entourent aussi? Donc, j'ai commencé ce projet en 2019. J'ai toujours eu une passion pour la mode. Ma principale collaboratrice et investisseur, ma première sponsor ever, ma maman, qui est au public et que j'admire vraiment parce qu'elle m'appuie. On est toutes les deux dans le projet. J'ai eu cette idée surtout parce que lors de mon arrivée en France, j'ai vu comment il y avait une sorte de gentrification du marché de la mode de seconde main. Je sais qu'à partir de la pandémie, à partir du développement des réseaux sociaux, il y a eu un intérêt plus fort pour tout ce qui est seconde main et thrifting. Mais je pense que même si ça attire des jeunes qui ont des capacités financières plus élevées et dont acheter en seconde main n'est pas une nécessité, il faut conserver le prix auquel on avait accordé auparavant. En plus, je souhaite aussi m'adresser aux personnes un peu plus vers un style, bon, sans être prétentieux, dire alternative, et pour pouvoir matérialiser leurs idées, parce que je crois beaucoup au potentiel des personnes qui ont des idées et qui veulent quelqu'un pour leur aider à le faire possible. Merci. Bonsoir. Je voulais vous demander si vous aviez déjà réfléchi à vos canaux de diffusion pour savoir, sur quel modèle ou par quel biais vous alliez procéder, aux ventes, de vos vêtements et de vos créations? Bien sûr. Donc, ça fait 5 ans à peu près que j'ai ce projet. Ça a commencé par la broderie et j'ai commencé avec une chaîne Instagram, un compte Instagram avec lequel je partageais à mes proches, à mes amis, mes créations. C'était au début, c'est un projet très personnel. C'était au début surtout un projet artistique. Et ensuite que j'ai décidé de l'emmener au niveau suivant. C'est quand j'ai continué avec la création d'un compte TikTok, un compte YouTube,
Nous avons déjà une clientèle, disons, définie, une communauté sur les réseaux qui semble être bien fidèle aux nouveaux drops. Et prochainement, j'envisage à continuer une stratégie de marketing un peu plus hum, matérielle, un peu plus factuelle. Pour ce qui est flyers, stickers, je sais que les personnes aiment personnaliser leurs objets, donc c'est une très très bonne stratégie, l'impression des stickers. Et surtout présence dans les événements, type Samedi Plaisir, type Brocante et type, bon, comme ont mentionné mes camarades, le marché vintage, c'est une très bonne option. Je comptais participer cette année, mais le poste avait un coût d'environ 400 € et je dispose pas encore des matériaux comme table, comme perchoir, pardon, bon, product placement. Merci pour la présentation. Du coup, ce que vous proposez, si j'ai bien compris, c'est, de customiser, c'est ça, des vêtements? Et du coup, on sent le côté artiste, hein, dans le graphisme, de ce que l'on voit. Vous avez dit que vous avez commencé comme ça. Du coup, quelle sera votre cible? Puisque, il y a peut-être une personnalisation qui est assez forte des vêtements. Est-ce que vous avez une cible en tête plus particulière au regard de votre communauté, par exemple? Merci beaucoup pour votre question. Bordadero est un projet qui est en constante évolution, puisque du fait de la nature personnelle de celui-ci. Quand j'ai commencé en Colombie, le projet s'était surtout dirigé aux jeunes entrepreneurs, parce que du moment où c'était des travaux de broderie, c'était pour personnaliser leurs produits, personnaliser leur merchandise, leurs marchandises, et personnaliser leur, par exemple, tablier et produits pour travailler. Donc à ce moment-là, la cible était très claire. Ensuite, c'était plus en ce qui était la décoration, donc les broderies qui se vendent en tambour. Donc, c'était plus des personnes qui étaient, disons, intéressées par le design d'intérieur, intéressées par les cadeaux, tout ce qui était plus général. Maintenant, le public, il est plus restreint. C'est surtout, bon, je ne voudrais pas dire jeunes parce que ça n'adresse pas que les jeunes, mais les personnes qui suivent une esthétique ou qui ont des intérêts particuliers. Et pour ça, c'est très, très utile les plateformes aux logiciels d'intelligence artificielle, algorithmique, par exemple TikTok, parce qu'ils vous présentent, comme Pinterest, des choses qui vont vous intéresser directement. Et surtout avec la publicité d'Instagram, vous pouvez choisir 1 €, 2 € par jour sur une période déterminée pour choisir des personnes qui ont votre même, disons, goût tout ce qui est en tant qui est environnement et esthétique. Donc oui, c'est suivre une ligne esthétique, mais elle peut évoluer de même. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Bravo. Projet suivant, j'appelle Mathéo de Revalue, s'il vous plaît. Exceptionnellement, je vais être assistant durant le pitch J'ai le droit à un sur un assistant. petit sujet. Il manque de main, Mathéo, malheureusement, sur ce sujet. Je t'en prie, Alors, continue. bonjour à tous. Je suis Mathéo Bess, actuellement étudiant en Master 1 d'Histoire du droit à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Et aujourd'hui, je vous présente le projet Revalue qui s'attaque aux problèmes alarmants du gaspillage alimentaire au sein des supermarchés. Savez-vous que chaque jour, des quantités astronomiques d'aliments sont jetées par vos supermarchés et la grande distribution? Typiquement, regardez cette boîte de conserve de tomates pelées qui certes a un packaging, on va dire, entre nous, abîmé et une étiquette même manquante. Et bien sans Revalue, c'est poubelle. Et avec Revalue, nous, on vous propose quoi? On vous propose le reconditionnement des boîtes de conserve ou d'autres aliments qui entre guillemets, n'ont qu'un défaut mineur d'emballage, voire visuel, via le reconditionnement. Donc là, par exemple, on a une boîte de pois chiches reconditionnée par Revalue. Donc, parce que ce gaspillage, il a un coût financier, mais il a aussi un coût environnemental et également un coût sur le gaspillage alimentaire. Donc,
le projet Revalue, nous, ce qu'on ambitionne, notre mission, elle est claire, c'est on veut aider les supermarchés à évoluer leur manière de gérer les stocks alimentaires en reconditionnant des produits de manière plus responsable et pour une alimentation plus saine, plus respectueuse de l'environnement. Donc, nous, le projet, notre mission, elle est claire, c'est on veut travailler en partenariat avec des grandes enseignes pour, entre guillemets, amener à identifier, réceptionner et revaloriser donc, des produits qui sont encore parfaitement consommables, mais qui ont un défaut mineur d'emballage ou visuel. Donc, le but de Revalue, nous, c'est que contrairement aux concurrents, on propose directement au sein même des hypermarchés ou des supermarchés des gondoles spécialisées Revalue, proposant donc des produits qui sont reconditionnés et donc qui sont moins chers pour le consommateur. Comme ça, en proposant directement au sein des magasins, on n'exclut pas les personnes qui n'ont pas Internet, les personnes qui n'ont pas d'application, les seniors, les choses comme ça. En achetant Revalue, donc l'acheteur, il dispose de nombreuses réductions, donc notamment avec des produits qui sont 30 à 40% moins chers. C'est l'autre slide. Et donc, ça a un avantage pour le consommateur, puisqu'au final, eh bien, il dispose donc d'un produit totalement pareil que le produit original, 40% moins cher. Il contribue donc à la réduction du gaspillage alimentaire et à la protection de l'environnement. En plus, pour les distributeurs, il y a également une offre. Les distributeurs, ils améliorent leur image de marque. Notamment aussi, ils réduisent leur gaspillage, donc notamment les taxes liées aux déchets, et ça leur permet d'être également plus respectueux de l'environnement. Ce qui fait que nous, le projet Revalue, c'est qu'en gros, c'est gagnant-gagnant pour tous les acteurs qui sont impliqués, que ce soit donc les acheteurs, les distributeurs et l'environnement. Nous, donc, pour le projet Revalue, ce qu'on a besoin, c'est qu'on recherche un accompagnement qui soit commercial, également un accompagnement juridique, pour envisager la création de la start-up et envisager notre deuxième partenariat avec un magasin de grande distribution. On a déjà un potentiel partenaire d'une grande enseigne pour du coup envisager la mise en place du projet Revalue. Donc Revalue, aidez-nous à améliorer la consommation et l'alimentation collective. Et je vous remercie. Bravo. Garde le micro, logiquement, il y a des questions. Sur les questions. Bonjour, merci. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur concrètement comment ça se passe, comment s'articule la chaîne de valeur et la logistique de la boîte de conserve? Ok. Eh bien, en fait, nous, je vous explique un petit peu le projet. Moi, en fait, j'étais à l'époque employé polyvalent au sein d'une grande distribution et je voyais que chaque jour, on jetait l'équivalent d'un caddie que de produits, que ce soit des boîtes de conserve, des paquets de pâtes, des couches, des chips, etc. En fait, Revalue, nous, ce qu'on propose, c'est d'aider le distributeur à identifier les produits donc, qui sont abîmés, comme la boîte de conserve qui est là-bas. On a une plateforme qui nous permet donc d'être mis au courant qu'il y a tel ou tel produit. Ensuite, nous, on les reconditionne. Donc là, peut-être que je vais vous passer la conserve, ce sera plus simple. Là, comme vous voyez, en fait, on a donc reconditionné une boîte de conserve. Là, ce sont des pois chiches et on est obligé de marquer par exemple, la marque d'origine pour tout ce qui va être traçabilité. Imaginons qu'on a un retrait-rappel, que le consommateur puisse être au courant du produit. Et donc ensuite, avec ça, donc, on arrive, nous, on récupère les produits. On a du coup un petit local où on va reconditionner, donc, pour que ce soit les boîtes de conserve avec du coup des étiquettes, des choses comme ça. Si c'est des pâtes, une ensacheuse pour pouvoir les reconditionner, choses comme ça. Et ensuite, on les ramène en magasin dans une gondole spécialisée avec le logo de Revalue et tout ça. Je sais pas si c'est bien clair, mais... Bonjour, merci. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà commencé à interroger des magasins sur le sujet? Est-ce que vous avez déjà fait une enquête terrain pour avoir un petit peu récolté les informations, leur avis? Alors en fait, moi, faut savoir, je viens pas de Lyon, je viens de Valence. Donc quand je travaillais à l'époque en tant qu'employé polyvalent, j'ai parlé de mon projet donc, à mon ancien patron, qui est du coup notre potentiel premier partenaire qui serait OK pour l'implanter dans ces 8 intermarchés, parce qu'il en possède 8 en fait, sur tout le département de la Drôme. Donc ça serait notre potentiel premier partenaire pour pouvoir lancer le projet Revalue. Et ensuite, on ambitionne
de démarcher d'autres enseignes, comme là j'ai évoqué Intermarché, mais on peut évoquer des enseignes comme Super U, des choses comme ça, pour envisager entre guillemets l'expansion de Revalue territorialement petit à petit. Voilà. Merci. Merci pour votre Y a pas de souci. présentation. Donc moi j'avais une question sur un peu sur le modèle économique. Oui. Du coup, comment ça se passe? Vous rachetez ce qui va à la poubelle? Enfin, comment ça se passe C'est à ça. ce Bah, niveau-là? écoutez, Et moi, je vais vous après, prendre l'exemple que j'ai du business plan. Vous voyez la boîte de pois chiches, elle est vendue 74 centimes en magasin. Nous, donc, on va la racheter 80% moins cher du prix de vente initial. Donc, on va tomber dans les 9-10 centimes. Ce qui fait qu'on va la reconditionner. L'étiquette ne nous coûte pas un bras. On est aux alentours des 3-4 centimes peut-être l'étiquette. On a budgété ça. Et ensuite, entre guillemets, tout ce qui va être logistique, nous, on veut reconditionner soit dans un local proche des magasins, soit directement, si c'est des plus grands magasins, peut-être avoir un point spécialisé, par exemple dans la réserve Rivielou, des choses comme ça. Ce qui fait qu'après, on les remet directement en rayon. Et sur le modèle économique, là, ça serait du coup une boîte de conserve qu'on vendrait, nous, aux consommateurs, 51 centimes. Donc, de tête, c'est 30% moins cher que le prix initial. Alors qu'elle a, entre guillemets, juste un petit POC, quoi. vous reversez quelque chose ensuite au enfin, aux marques? Enfin, comment ça Alors l'idée, enfin moi ce que j'ai proposé du coup Ouais. à notre potentiel premier partenaire, comme on lui rachète entre guillemets, il veut bien nous fournir une petite, pas une énorme gondole, mais une petite gondole spécialisée pour entre guillemets déposer ces produits donc reconditionnés. Et donc nous ensuite sur les 51 centimes, on aurait 15-20 centimes de marge qu'on se ferait net. Voilà, à peu près. Je sais pas si c'est bien clair. Merci beaucoup, Mathéo. On peut l'applaudir. Comment c'est bien passé? C'est pas grave, c'est pas grave. Sachez que c'est pour la plupart des personnes ici, c'est leur premier pitch, donc c'est la première fois qu'ils présentent devant autant de personnes, plus d'une centaine de personnes. Donc voilà, ça peut être stressant, mais bon, bravo Mathéo, parce que l'exercice est jamais très facile. Projet suivant, j'appelle Passerelle Prolibre, Victor et Brune. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Brune. Et moi, c'est Victor. Mesdames et messieurs, hier après-midi, j'ai rencontré Adrien. Adrien, c'est un jeune garçon de 27 ans. Il est dynamique et il a envie de travailler. Le problème d'Adrien, c'est qu'il est sorti de prison il y a une semaine. Il a été incarcéré pendant 6 ans. Par conséquent, lorsqu'il est sorti de prison, Adrien n'avait aucun lien social. Il avait perdu toute son autonomie. Et pour cause, il n'a même pas réussi à prendre le métro il y a une semaine. En plus de ça, il y a 2 jours, il a voulu rentrer chez lui, mais il ne savait plus comment se servir de ses clés. Alors, mesdames et messieurs, comment aurions-nous pu faire pour aider Adrien ? Alors nous, notre solution avec Passerelle Prolibre, c'est une solution en 4 étapes. La première, elle vise à la sélection des détenus. On va choisir des détenus qui sont aptes à travailler et qui ont une volonté de travailler. À partir du moment où on aura ces détenus qui sont volontaires, on va essayer de les former. Cette formation, elle va se passer au sein des prisons via des étudiants ou même des experts qui vont donner des formations, par exemple, sur la création de CV, la préparation aux entretiens ou même la formation sur comment utiliser des outils informatiques. À partir du moment où notre détenu il sera formé, on va le mettre en relation avec des entreprises qui sont volontaires pour recruter de ces détenus. Ça, c'est possible depuis 2022. Les détenus ont le droit, pendant leur incarcération, de travailler dans des entreprises extérieures privées. Ces entreprises, elles ont un avantage à les recruter, parce que du coup, grâce à notre étape 2, ces détenus ils seront formés, ils pourront jouer sur leur RSE, et ces détenus sont rémunérés qu'à 45% du SMIC. Ça permet à notre Adrien donc d'avoir un travail pendant son incarcération et après de sortir à la fin de son incarcération et pouvoir peut-être espérer un CDI. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de rencontrer un de nos futurs partenaires qui est l'association Les Foyers Mater. Et elle est très importante pour nous et cruciale dans le fonctionnement de notre projet parce qu'elle est en partenariat avec la prison de Francheville. Et en plus de ça, elle est également en partenariat avec des entreprises privées qui sont en quête de main-d'œuvre. Alors, comme elle vient de vous dire, du coup, on est déjà en partenariat avec les foyers mateurs, mais aujourd'hui, on vient pour essayer de trouver un tremplin pour essayer de lancer notre entreprise. On aura sûrement besoin des formations que vous proposez. Et donc, si le projet vous a plu,
voter pour nous. Merci. Merci. Merci pour la présentation. Comment vous est venue l'idée et comment est-ce que vous vous organisez dans l'équipe au niveau des rôles? Alors l'idée, elle nous est venue en regardant un film au cinéma sur la justice restaurative. Donc à l'origine, on voulait plutôt partir sur la justice restaurative, mais c'est quelque chose qui est encore assez peu développé et on n'avait vraiment pas beaucoup d'informations et on n'était pas du tout calé sur le sujet. Donc on est parti sur quelque chose de toujours aussi social, mais la réinsertion professionnelle. Et pour la division dans l'équipe, on était parti plus sur Brune qui s'occupe de la formation en prison et des relations avec les détenus, et plus personnellement dans la mise en relation avec les entreprises. Merci. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le modèle économique que vous imaginez? Est-ce que vous imaginez que vous soyez une entreprise, une association, une structure de l'ESS? Alors, on partait plus sur une association, mais ça sera peut-être à voir avec vos formations pour ce qu'on n'est pas convaincu encore. Nos moyens de financement, donc si on est une association, il va pouvoir y avoir les mécènes qui vont pouvoir donner avec une déduction fiscale. Les entreprises, on prendra une commission sur les contrats de travail qu'on conclura entre le détenu et l'entreprise. Et oui, il y a la la FIP, je sais plus. La FPIP. La FPIP qui gère l'insertion des détenus et qui donne des subventions à tout ce genre de projet. Bonsoir. Est-ce que vous avez déjà commencé à sonder soit des établissements pénitentiaires, soit des entreprises pour savoir s'ils pouvaient être intéressés? Pour les établissements pénitentiaires, vu qu'on va être en partenariat pardon, avec l'association Foyer Mater, ils sont eux déjà en partenariat avec la prison de Villefranche. Donc pour l'instant, ça va être la première cible, voir si ça fonctionne et après essayer d'aller chercher éventuellement d'autres prisons qui voudront peut-être travailler avec nous. Après, on a un chiffre, on sait qu'il n'y a que 30% des détenus qui veulent travailler, qui réussissent à trouver un travail. Donc on sait qu'il y a vraiment une demande au niveau des détenus en tout cas. Après, ce qui va être plus compliqué, c'est de trouver des entreprises prêtes à accueillir les détenus et c'est là où on va intervenir surtout. Ok, merci. Merci pour la présentation et ce projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la formation, enfin le contenu de la formation? C'est quoi votre offre? Qu'est-ce qu'on va trouver dans votre offre? Qu'est-ce que vous allez proposer exactement? Alors sur la formation, tout d'abord, on va envoyer des étudiants qui vont aider les détenus à préparer des CV, qui vont les aider à savoir comment passer un entretien d'embauche, parce que c'est des compétences qui sont à la portée de main des étudiants normalement. Et après, pour les experts, le but, c'était d'essayer de partir sur des experts en entrepreneuriat qui vont aider les détenus justement à développer leur côté entrepreneur et voilà. Il faut savoir que les détenus, c'est des personnes qui n'ont plus du tout l'habitude de rien faire, qui sont complètement en prison et complètement. Ce n'est plus eux qui gèrent leur vie. Donc, on va même, ce que j'avais écrit là, l'accompagnement dans le savoir-être, on va leur dire qu'il faut se raser, qu'il faut être à l'heure, comment être à l'heure. C'est une formation intégrale de la personne. Merci. Petite respiration. On va écouter un témoignage de Clémentine, notre première entrepreneuse dans le jury, qui va nous raconter un petit peu son histoire. Rebonsoir, félicitations au premier passage, voilà, c'était très pertinent. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais sur cette scène 6 ans en arrière, en 2018, et je pitchais un projet où je voulais allier gourmandise et santé. Donc concrètement, je voulais vendre des pâtes de fruits à base de plantes, voilà, phytothérapie, pour faire du bien à notre corps tout en kiffant. Et aujourd'hui, je suis dans les EdTech. Donc, vous vous doutez bien qu'entre-temps, il y a eu un petit ramassage, voilà, la petite cuillère. Et j'ai été un peu perdue durant mes dernières années d'études. Donc, j'ai été diplômée en 2019 du master entrepreneuriat de l'IAE de Lyon. Et c'était en 2018 que je me suis ramassé les pieds dans le tapis. Donc, en fin de compte,
À cette époque-là, j'étais perdue. Est-ce que l'entrepreneuriat, en fin de compte, c'était pour moi? Est-ce que je suis une entrepreneuse? Plein de questions qui me sont venues forcément, hein, une remise en question totale. Et à cette époque-là, j'aurais bien aimé effectivement pouvoir avoir un retour d'une entrepreneuse ou d'un entrepreneur, me dire écoute, t'inquiète pas, je te donne juste des conseils. Un entrepreneur, c'est quoi? Et voilà, je te donne quelques ingrédients voilà, pour cette recette magique pour devenir entrepreneur. Alors, du coup, je viens sur scène ce soir, 6 ans plus tard, avec une expérience plutôt réussie à mon goût dans l'entrepreneuriat et avec ce recul de me dire ok, j'aimerais parler à cette Clémentine d'il y a 6 ans en arrière, en 2018, et lui dire ok, je te donne juste 3 tips à toi. Qu'est-ce qui te manquait pour, en fin de compte, réussir? Pourquoi tu as planté 2 boîtes et que tu as réussi à la troisième? Qu'est-ce qui a fait que voilà, c'est devenu une réussite Dataloni? En fin de compte, le premier conseil que j'aimerais lui dire, c'est reste passionné. Franchement, quand ça vient des tripes, tu pourras vraiment avoir cette énergie, cette motivation, même dans les moments les plus durs, même quand il y a un client qui te plante, même quand il y a un salarié qui te plante et que tu es la seule dans le navire, en fait. Donc en fait, être passionné, ça aide. Et être passionné, c'est bien, mais avoir un impact, c'est mieux. Et je vois qu'il n'y a que des projets qui ont du sens, qui ont de l'impact. Et ça fait chaud au cœur. Et je pense qu'en parlant d'impact, il faut choisir aussi son cheval de bataille. On ne peut pas agir pour l'environnement, en même temps pour la réinsertion, pour plein de choses. Et c'est OK, c'est vraiment OK. Déjà, un entrepreneur, il a de l'impact et c'est bien. Deuxième conseil que j'aimerais lui dire, pour avoir de l'impact, il faut que tu arrêtes d'aller à la bibliothèque, parce que j'étais très studieuse. Il faut que tu arrêtes d'être dans tes business plans. Alors, j'adorais faire mes prévisions à 5 ans. J'adorais les chiffres. Sauf que si vraiment ces business plans s'étaient réalisés, s'étaient concrétisés, je vendrais des pâtes de fruits aujourd'hui dans des magasins bio. C'est pas le cas. Donc, en fait, ça m'a aidé effectivement d'établir des stratégies, mais il me manquait cruellement cet aspect action, parce que pour vous dire, je n'osais même pas décrocher au téléphone. Cruelle timide, la hantise de monter sur scène. Bon, comme quoi, on s'améliore, hein, je suis là aujourd'hui, je suis pas morte. Mais voilà, tout simplement, va dans l'action, produis un MVP, va essayer de le vendre dans la rue, décroche à des appels et je m'en souviendrai toujours de ce collègue de classe qui m'a dit: «Mais Clémentine, tu es pas une entrepreneuse». Alors ça m'a fait très mal, mais il avait raison en fait, j'étais pas dans l'action tout simplement. Donc être proactif et y aller en fait, aller sur le combat. Et dernièrement, quand je parlais de décrocher un appel, c'est tout simplement s'entourer. En fait, aller à la rencontre d'autres personnes. Ça a été indispensable en tout cas dans la création de Datalumni. C'est comme ça que j'ai rencontré mes 2 associés, sans lesquels en fait, on serait rien aujourd'hui. Enfin, Datalumni ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, cette entreprise. Et le réseau, ça nous a permis aussi d'avoir la première année la moitié de notre chiffre d'affaires. En fait, c'est grâce au réseau qu'on a pu signer notre première école, parce qu'en fin de compte, à l'époque, on était encore de jeunes diplômés et on a contacté tous nos amis qui étaient encore à l'école. Et en fin de compte, on leur a demandé d'écrire un mail à leur directeur pour leur demander s'ils voulaient bien nous rencontrer. Donc en fait, on est passé par les étudiants des écoles, des directeurs d'école, pour pouvoir mettre un pied dans l'enseignement supérieur et avoir cette première référence que tous les prospects attendent pour pouvoir suivre. Donc le réseau, ça nous a permis d'avoir la moitié de notre chiffre d'affaires la première année, et le réseau, aujourd'hui, ça nous sert encore à un autre stade, certes au business, au chiffre d'affaires, mais surtout, maintenant, c'est dans le recrutement que ça nous aide, parce que comme on l'a vu avec le dernier projet, recruter, c'est de plus en plus difficile. Et quand on arrive à recruter, souvent, on fait des erreurs de casting, et ça, c'est une erreur qui coûte cher. Et du coup, nous, aujourd'hui, à Datalumni, la moitié de nos recrues, une bonne moitié, viennent de la cooptation, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce sont la cousine du salarié, l'ami du salarié, et on sait qu'on évite les erreurs de casting comme ça. Donc le réseau, c'est quelque chose à cultiver et je vous encourage à le faire. Félicitations pour les premiers pitchers et j'encourage vraiment les suivants. Merci Clémentine. Juste une petite précision peut-être que je trouve très intéressant dans ton témoignage sur la partie réseau, parce que souvent on peut se dire oui mais moi j'ai pas de réseau, en fait je suis, comme tu dis, j'étais jeune, j'ai 20 ans, 25 ans, j'ai pas de réseau. Finalement il y a réseau et réseau finalement, mais qu'est-ce que tu peux définir un peu ce que c'était ton réseau? Finalement c'était tes amis finalement simplement. Ouais, c'est ça. En fait, effectivement, quand on a 20 ans, on se dit soit qu'on n'a pas de réseau, parce qu'on n'est pas tous filles ou fils à papa qui a le bras long, soit quand bien même on a un premier réseau, on n'a pas forcément conscience de l'importance de ce réseau.
quand on est jeune. Et je vous le dis vraiment, peut-être qu'il ne vous servira pas aujourd'hui, mais demain, après-demain. Et en fait, je faisais l'exercice avec des étudiants dans une classe il y a quelques semaines de ça. Je peux vous prouver que vous avez tous aujourd'hui plus d'une centaine de personnes dans votre réseau. Parce que si vous faites le tour de votre promotion, déjà, vous faites le compte, de vos amis, des amis des amis, de votre association, de vos loisirs sportifs, des profs. Tous les jours, vous avez des profs en face de vous. Vous pouvez aller les ajouter sur LinkedIn, leur parler à la fin du cours, et plus tous les événements auxquels vous participez. En fin de compte, tout le monde a un réseau, vraiment. Merci Clémentine. Très inspirant. Oui, j'étais trop bon. On continue? J'appelle Lix, Quentin et Jules. Il y a une fanbase, déjà, sans pression. Bonjour à tous, bonjour à toutes, moi c'est Quentin. Moi c'est Jules. Et nous sommes tous les deux en master entrepreneuriat à l'IE Lyon. Et depuis qu'on a commencé à vous parler, 110 personnes dans le monde ont contracté une infection sexuellement transmissible. À la fin de l'année, ce chiffre représentera 374 millions de personnes, soit près de 12 personnes par seconde. Les pratiques comme la pénétration ou la fellation ne sont pas les seuls responsables de ce genre de transmission. Un exemple, le papillomavirus, qui représente 100% des cas de contamination du cancer du col de l'utérus chez la femme et qui en tue 300 000 par an, se transmet aussi par voie orale chez l'homme et chez la femme. Anulingus et cunilingus sont donc le sujet du jour. Et aujourd'hui, pour se protéger lors de la pratique des anulingus et cunilingus, il existe uniquement ça. Ça, c'est une digue dentaire. On vient la tenir avec les deux mains. Et en fait, le but, c'est de faire une protection entre les muqueuses pour éviter la transmission des IST. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui connaissaient la digue dentaire à main levée. Là, on se rend compte qu'il y en a très peu. On est à 2-3 personnes. Donc nous, on est parti vous rencontrer. La plupart d'entre vous nous ont dit que vous ne connaissiez pas. Il y en a une grande majorité qui nous disent que c'est difficilement trouvable, qu'en plus de ça, c'est cher et que c'est un réel tue-l'amour. Ce qui explique vraiment ces freins à l'utilisation de la digue dentaire. C'est le manque de sensibilisation autour de ces sujets. Et à titre d'exemple, la grande pharmacie lyonnaise, donc à Cordeliers, a vendu seulement 2 digues dentaires en 2023. C'est donc en prenant conscience d'une part de la réalité des chiffres de la transmission et d'autre part de la pauvreté de la sensibilisation qu'est né le projet Lix. Lix, qu'est-ce que c'est? C'est un produit moulé en latex. Il se compose d'une bague souple que l'on vient placer autour des lèvres et qui protège les muqueuses et d'une membrane en latex élastique dans laquelle on vient insérer sa langue. La membrane se serre légèrement autour de la langue, ce qui permet de maintenir le produit en place. On peut donc sortir et rentrer la langue sans que ça tombe, pratiquer en toute sécurité et en ayant les mains libres. Et nous, contrairement à la digue dentaire, on ne veut pas seulement proposer un produit qui soit une barrière contre les infections sexuellement transmissibles, mais présenter un réel accessoire sexuel. Le but, c'est de le décliner en différents goûts, textures et couleurs. En parallèle de ça, on ne prétend pas faire mieux que les sensations qu'on pourrait apporter uniquement avec la langue, simplement faire différemment en proposant une nouvelle expérience et avec une protection efficace. On l'a vu avec la digue dentaire, la sensibilisation est un pilier dans ce genre de sujet. C'est pourquoi aujourd'hui, Lix, ce n'est pas seulement un produit, mais une communauté engagée avec des valeurs, de la représentation, de la visibilité des interventions dans les festivals, les lycées, les facultés, afin d'avoir un maximum de sensibilisation, lever les tabous et au nom de la santé publique, faire ce que l'humain sait faire de mieux, se faire plaisir. Actuellement, où on est en collaboration active avec la Fabrique de l'innovation qui se trouve sur le campus de l'Université Lyon 1. Avec eux, on développe et on imprime en 3D différents produits. Le but, c'est de se rendre compte des différentes formes, des différents designs qu'on peut avoir avant de commencer très prochainement de l'impression, enfin pas de l'impression, mais du moulage latex, justement. Ce concours J'aime entreprendre, c'est donc pour nous l'occasion aujourd'hui d'alimenter financièrement cette première phase de prototypage, avoir un maximum de visibilité, vous présenter notre idée et avoir un maximum de retours. Et c'est pour ça que dans un souci de santé publique, on ne peut terminer ce pitch sans vous demander de vous protéger et de voter Lix. Merci. Quels sont les challenges ou les difficultés que vous avez identifiées pour la suite du projet? Ok. Premièrement, c'est le moulage latex. On n'est pas issus de l'industrie latex tous les deux. Du coup, le plus gros enjeu, nous, à court terme, là, ça va être d'avoir un produit qui va plus être de l'impression 3D, du coup, un produit rigide, mais un produit qui aura plutôt la texture qu'on connaît actuellement du préservatif. Le but, c'est de faire moins épais qu'un préservatif.
On vous présente les premières versions qu'on a imprimées avec la Fabrique de l'Innovation. Elles sont bien évidemment solides. On va en faire passer dans le public aussi. Solides et en plastique. Donc, il faut imaginer qu'à la fin, il y aura un matériau plutôt latex. Mais c'est pour avoir une première idée de la forme. On commence donc une phase de prototypage. Un des plus grands défis qu'on va avoir actuellement, c'est d'avoir un produit qui, contrairement à la digue dentaire, n'est pas tue l'amour. On veut quelque chose qui soit coloré, qui soit texturé, surtout qui tienne tout seul. Ça paraît un peu magique comme ça et ça va être peut-être le plus gros défi, faire en sorte que ça tienne sur la langue sans le tenir avec les mains. Merci. Comment ça se fait que ça n'existe pas encore? Pourquoi Durex, Manix ou même d'autres n'ont pas encore inventé ça? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a premièrement, il y a un vrai défi technologique. Et puis à côté, on a aussi une inertie des tabous. C'est quelque chose dont les gens ne parlent pas forcément. Anulingus, cunilingus, ça fait d'abord sourire avant de faire réfléchir. Et pourtant, c'est un sujet bien sérieux. Et en parallèle de ça, je dirais, j'ajouterais le manque de sensibilisation. On le voit, la grande pharmacie lyonnaise, qui est quand même, je pense, la plus grosse pharmacie de Lyon, seulement 2 en 2023. En parallèle de ça, nous, on a été voir des centres de prévention sexuelle et les pharmacies qui sont autour. Et en fait, on se rend compte que même dans les centres de prévention sexuelle, ils ne proposent pas forcément ce produit parce que par peur que les gens ne l'utilisent pas. Donc en fait, il y a un réel tabou à casser sur la digue dentaire et augmenter la sensibilisation pour qu'on se rende vraiment compte des risques qu'on peut se transmettre. Comment vous allez justement casser ce tabou et sensibiliser? C'est vraiment un gros travail. Ouais, bah c'est un peu ce que je disais par rapport à la présence et la représentation, autant dans les festivals, je pense à la fac. Nous, cette idée, elle a émergé dans nos esprits après une présentation de prévention sexuelle au sein de la faculté Lyon 3. Et donc, c'est typiquement dans ce genre de contexte qu'on aimerait présenter le produit aussi. Et puis, dans les lycées, dans les festivals, voire même à plus long terme, l'État, en fait. Parce que si l'État s'implique dans ce projet-là, ce serait fantastique. Et en parallèle de ça, sur les réseaux sociaux, on sait que c'est le genre de produit qui peut très vite marcher et exploser d'un point de vue communication et du coup, par conséquent, de sensibilisation. Est-ce que vous avez étudié la faisabilité technique du projet? Parce que j'imagine que c'est un peu technique. Hein, il faut On est en train de, ouais, c'est une bonne question. On est en train de le faire. On a la chance à Lyon d'avoir à la Tour de Salvani une entreprise qui s'appelle Le Capotier, et donc qui fabrique des préservatifs et qui est en contact direct avec les industriels. Donc là, très prochainement, on rentre en contact avec eux et on va discuter avec les industriels sur la faisabilité, justement. Moi, je n'ai pas vraiment une question, mais juste, il faudrait peut-être qu'on se parle à la fin de la soirée, parce qu'au centre d'entrepreneuriat, on est aussi en capacité de vous accompagner pour réfléchir sur la R&D. Et il y a des bourses laboratoires qui existent. Du coup, est-ce que vous êtes rapproché des laboratoires universitaires? Petite question quand même au passage, ou pas encore? Vous y avez Pas pour le moment. Du coup, le premier laboratoire avec lequel on s'est rapproché, c'est la Fabrique de l'Innovation, parce qu'on a pu le visiter dans le cadre de notre master. Du coup, on a pris des contacts et très vite, on a commencé la modélisation en 3D, mais très intéressé de pouvoir... Avec plus grand plaisir. C'est un gros défi là. Ouais. Je vous remercie. Alors pour information, on a parlé rapidement de la Fabrique de l'Innovation. C'est une structure qui dépend de l'Université de Lyon que n'importe quel étudiant peut utiliser. Donc je vous invite à regarder sur Internet, taper sur Google ou revenir nous voir parce qu'on peut vous orienter vers les personnes adéquates. Prochain projet, j'appelle Coup de pouce, Kelita. On peut l'applaudir. Télécommande là. Bonsoir à tous. Savez-vous quelle est la principale source de revenus dans les pays en voie de développement? Bon, je vous laisse garder la réponse pour après, mais je vous dis d'abord pourquoi je suis ici. En fait, moi, j'ai grandi dans une communauté où prône l'éducation et l'engagement communautaire, le vivre ensemble. Mais en grandissant, ce que j'ai remarqué, c'est que les jeunes dans cette communauté, bien qu'ils savent déjà où est la source de revenus, mais ils ont beaucoup du mal, vraiment beaucoup du mal à s'intégrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'encadrement nécessaire. Et ça, on le remarque presque dans presque tous les pays en voie de développement. Et ça, c'est le problème pour lequel Coup de pouce vous interpelle aujourd'hui. Coup de pouce, c'est quoi? C'est une structure à but non lucratif et qui offre
un cadre d'accompagnement personnalisé répondant à des besoins spécifiques, surtout pour les jeunes haïtiens en situation de handicap. Pourquoi? Parce que ces jeunes à besoins spéciaux, le plus souvent, ils ont toujours été mis de côté et ils sont obligés à vivre avec un rêve, malheureusement, qu'ils passent toute leur vie à ne jamais voir la concrétisation. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Comment on fait? On appelle à la collaboration des cadres, des formateurs, des institutions dans les pays développés comme la France. Donc, vous qui êtes ici, déjà, nous vous invitons à nous rejoindre parce qu'ils ont vraiment besoin de nous. Ils ont besoin de vos supports et de vos supports de formation et autres ressources qui vont nous permettre de leur apporter la formation et l'encadrement dont ils ont besoin pour vraiment créer le changement et apporter le développement dont ils rêvent pour l'avenir des générations futures. Coup de pouce à une équipe, bien que je suis seule ce soir, mais le leadership de Coup de pouce jusqu'à présent est entre les mains d'une jeune militante et pour le développement social et juriste professionnel des relations internationales présente devant vous aujourd'hui. Mais également, nous avons une équipe avec des compétences diverses, des compétences en technologie, en communication, en économie et j'en passe. Mais ce qui nous reste, c'est la mobilisation des formateurs, puisque les gens qui ont bénéficié de vraiment beaucoup de formations, nous avons envie que ces gens-là puissent apporter ces formations à ces jeunes qui ont besoin d'encadrement. Donc, si cela vous intéresse et si vous avez envie de donner un coup de pouce à ces jeunes, rejoignez-nous dans notre projet. Et ensemble, donnons-leur un coup de pouce. Merci. Oui. Bonjour, bravo pour ce pitch. Comment vous avez imaginé toucher les différents publics que vous visez? Par quel canaux? Merci beaucoup. En fait, pour l'instant, nous avons déjà fait des études et fait des recherches. Et actuellement, il y a 15 institutions potentielles avec lesquelles nous pouvons faire une collaboration. Et parmi ces 15 institutions potentielles, nous avons déjà 5 institutions qui sont déjà prêtes et qui ont déjà donné leur mot. Parmi lesquelles nous avons l'Institut de formation en langue des signes, un institut haïtien qui travaille avec des sourds-muets. Et cet institut est déjà là pour nous aider également à apporter notre soutien. Autre façon, nous comptons faire des partenariats avec les universités françaises, les universités des autres pays, ou du moins des formateurs ou autres cadres responsables d'entreprise qui sont prêts à œuvrer vraiment pour le développement. Parce que le projet en soi, ce n'est pas un projet qui va seulement se restreindre à Haïti. Je choisis Haïti parce que moi, personnellement, vous pouvez l'imaginer, je suis haïtienne et je connais déjà le terrain et j'ai vu les causes, j'ai vu les attentes des jeunes, j'ai vu également les freins au développement. Donc, j'ai choisi cela comme cible pilote, mais le projet en soi compte et s'étend dans les pays francophones et en voie de développement pour apporter cette formation à toutes les organisations, les associations, ou du moins les jeunes indépendants entrepreneurs qui veulent vraiment avoir un coup de pouce et avancer. D'ailleurs, déjà super pitch. Et moi j'avais une question. Donc là, vous faites donc la pub sur LinkedIn, par mail, sur YouTube, mais donc en fait c'est principalement à destination donc des universités ou autres. Ou est-ce que vous avez aussi objectif de développer un autre pan de votre communication? En fait, et pour le marketing, en fait, pour atteindre nos cibles, bien sûr, nous avons, nous avons réfléchi à plusieurs façons de le faire. La première façon, c'est atteindre directement les universités, les professeurs et autres, mais également les jeunes qui ont besoin de formation. Et cela, on va le faire comment? Par le biais des réseaux sociaux ou du moins des associations qui existent déjà et qui travaillent avec ces jeunes-là. Parce que les jeunes, ils sont là, ils font partie des associations et c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans mon pitch, mais il y a déjà des organisations qui donnent des formations, qui accompagnent les jeunes. Il y en a beaucoup. Mais le problème, c'est que ces formations, ces accompagnements ne sont pas soutenus et ne sont pas durables. Donc, il y a un manque du côté de la durabilité, de la continuité de ces formations. Donc, nous pensons faire un partenariat et nous ouvrir
à ces organisations, à ces institutions de formation, à ces associations qui travaillent avec les jeunes, surtout sur une situation d'handicap. Parce qu'en Haïti, malheureusement, en France, et jusqu'à présent, j'ai déjà 7 mois en France, et j'ai vu comment les personnes à besoins spéciaux sont intégrées. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans mon pays. Parce que les gens à besoins spéciaux, le plus souvent, ils sont mis de côté, ils n'ont pas d'encadrement, etc. Donc, ces gens-là, le plus souvent, ce sont des jeunes également qui ont fait des études, qui sont assez calés, mais ces jeunes, le fait qu'ils ne sont pas vraiment évalués et ils ne sont pas vraiment mis à leur juste valeur, donc ils sont obligés de se taire. Ils ont également des idées, ils peuvent également avoir de bonnes idées, mais malheureusement, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas vraiment l'occasion de le faire. C'est pour ça qu'on compte et faire des partenariats avec ces associations, avec les institutions de formation pour pouvoir vraiment atteindre notre cible. Merci pour le pitch. Même question que tout à l'heure, quels sont les enjeux ou les difficultés que tu as pu identifier pour mener à bien ce projet? En fait, le premier difficulté que l'on rencontre aujourd'hui, et je pense que avec votre aide, je ne pense pas que ce sera une difficulté qui va vraiment durer. Parce que, et c'est vrai, on a déjà les associations, on a déjà des associations, des institutions qui nous ont donné leur mot. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore les cadres, on n'a pas encore les formateurs et on n'a pas encore le support nécessaire pour le coût de lancement. Parce que, évidemment, c'est quelque chose à but non lucratif. C'est vrai, on ne le fait pas pour le profit, mais ça comporte un coût de lancement pour le marketing, pour les matériaux, pour la mise en œuvre des technologies adaptées aux personnes spéciaux. Et tout ça, ça demande un coût et ça, on n'est pas encore à même de le faire. Donc, c'est le coût de lancement, répondre à nos coûts de lancement, les formateurs et les institutions qui veulent vraiment collaborer avec nous. C'est là notre difficulté en ce moment. D'accord, merci. Merci. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Et projet suivant, le dernier, Ichigo Ichibox, Océane. Tiens, Océane. Pour terminer ces présentations, on va parler d'expérience. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous imaginer quand vous étiez plus jeune. Vous vouliez faire des activités, mais vous ne saviez pas quoi faire ou vous ne saviez pas quoi chercher. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rabattre sur un petit bowling ou un Netflix and chill et plus tard, vous allez regretter de ne pas avoir assez profité. Ce que je vous propose, c'est d'arrêter de remettre les expériences à plus tard et de découvrir de nouvelles activités dès à présent, mais sans perdre de temps. Pour ceci, je vous présente Ichigo Ichibox. C'est une box mensuelle qui vous propose chaque mois une offre d'activités loisirs qui se situe dans votre région et personnalisée à vos envies. Pour cela, vous avez 3 formats et 3 box différentes. La box sportive qui va vous proposer des activités sportives, la box créative avec des activités manuelles et artistiques, et enfin la box découverte qui va vous proposer tout un panel d'activités différentes. Vous pourrez partager ces expériences avec la box famille pour 4 personnes, la box couple pour 2 personnes et enfin la box individuelle qui sera l'occasion de faire de nouvelles rencontres. Effectivement, chaque mois, des sessions seront organisées afin de permettre aux utilisateurs de la box de se rencontrer. Concrètement parlant, voici ce que vous pourrez découvrir grâce à la box. Vous pourrez découvrir l'art du vitrail à travers un atelier pratique à Pérouge, ou bien enfourcher pour la première fois de votre vie une motocross grâce à un stage d'initiation à Anse, ou enfin découvrir les sensations de la flottaison en isolation sensorielle au plein centre de Lyon. Ichigo Ichibox, ce n'est pas qu'une box d'activités mensuelles, c'est avant tout votre conseiller personnel dans vos activités loisirs du quotidien. Effectivement, elle est totalement personnalisée à vos besoins et à vos envies, et elle va, grâce à son contenu annexe, vous permettre d'être un appui dans l'organisation de vos activités loisirs tout au long de l'année. Ichigo Ichibox, c'est un hybride entre 2 secteurs. Le secteur des box mensuelles, qui est de plus en plus florissant
par son effet de surprise et de découverte, mais aussi le secteur des coffrets d'activités loisirs qui offre aux consommateurs une expérience personnalisée. Tout cela amène à une clientèle qui a un fort attrait pour la découverte et l'envie de faire de nouvelles expériences. De plus, grâce au système d'abonnement, nous transformons l'achat unique d'activités loisirs en un achat récurrent. Excusez-moi. Du coup, concrètement, Echigo Echibox n'est qu'aux prémices de sa création. C'est pour cela que je recherche des collaborateurs et un accompagnement afin qu'on puisse créer ensemble une solution clé en main pour vivre de nouvelles activités au quotidien. Merci de votre écoute. Bon, bah, je me lance. Merci pour cette présentation. Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà et comment est-ce que tu différencies l'idée? Enfin, comment tu différencies ton idée avec ce qui existe déjà potentiellement? Alors, vous allez retrouver des idées qui ressemblent. Par exemple, pour citer un grand concurrent de coffret d'activités, coffret cadeau d'activités loisirs, nous avons Smartbox. Je pense que vous connaissez tous. Et en fait, ce concept se différencie par la box mensuelle. C'est que vraiment, lorsque vous voulez souhaitez faire une activité, soit on vous l'offre, mais vous avez la surprise peut-être qui ne va pas vous plaire. Et là, en fait, c'est chaque mois, on vous donne l'occasion de vivre quelque chose que vous ne connaissez pas, mais qui va vous plaire. J'espère que ça répond à votre question. Merci. Vous avez dit que vous en étiez au début, aux prémices. Est-ce que vous avez déjà mené une enquête marché, les prix? Alors, pas du tout. J'ai pas mené d'enquête de marché, etc. En fait, c'est une idée qui m'est venue lors d'un voyage que j'ai fait. C'est un problème que j'avais dans ma vie. Je voulais faire plein d'activités, mais il y a eu un frein qui m'a empêchée. Et en fait, c'est à force de parler à plusieurs profils différents où en fait, je me suis rendu compte qu'on avait le même problème. C'est qu'on voulait faire beaucoup de choses, mais à chaque fois, c'est des raisons différentes qui nous l'empêchent. Et même si du coup, je n'ai pas encore réalisé d'enquête de marché, je crois au potentiel que Echigo Echibox possède. Merci pour votre speech. Est-ce que vous pouvez revenir sur, la sélection des activités et comment vous allez nouer les partenariats pour proposer ces activités? Alors, au niveau des activités, donc, ça sera forcément dans la région, en fait. L'objectif est de pouvoir créer une box, en fait, spécialisée pour chaque région. Donc, vous aurez dans tous les domaines, sportifs, artistiques, etc. Ce que je souhaite mettre en avant, c'est le savoir-faire français. En fait, c'est qu'on a beaucoup d'artisans, d'activités qui sont assez méconnus et qui mériteraient en fait d'avoir plus de mise en valeur, on va dire. Et du coup, au niveau du partenariat, c'est de voir avec eux en fait pour le fonctionnement, pour vous expliquer un petit peu, c'est d'acheter en fait beaucoup de places chez eux, en fait, d'activités, et en fait, avec eux, créer un quota où nous, on va leur envoyer chaque mois un certain nombre de clients. Comme ça leur fait marcher l'activité. Et nous, en même temps, ça nous permet d'avoir une proposition d'activité qui est assez diverse. Merci. On peut l'applaudir? Merci. Bravo aux 7 pitchs aux 7 groupes qui nous ont présenté leur projet. On finit en douceur ce dernier moment avec un dernier échange et un partage d'expérience de Solène, que vous connaissez déjà, mais qui va vous en dire encore un peu plus. Merci Louis. Merci Anne pour l'invitation. Alors avant tout déjà, bravo, parce que franchement,
j'aurais jamais fait ce que vous êtes en train de faire pendant mes études. J'ai 35 ans, donc j'ai l'impression d'être une espèce de dinosaure dans cette salle. Mais malgré tout, je peux vous dire que, en fait, il y a 15 ans en arrière, je pense que l'entrepreneuriat avait moins le vent en poupe. On nous incitait peut-être un peu moins à oser. J'ai dans ma promo beaucoup moins de gens entrepreneurs qu'il y en a aujourd'hui dans les promos de l'école que j'ai faite. Donc c'est super cool de voir que l'entrepreneuriat prend sa place et que finalement on sort de l'idée qu'il faut avoir tout vu, tout vécu avant de se lancer. Moi, je suis venue juste là pour vous donner peut-être 3 tips aussi, mais qui ne sont pas les mêmes que Clémentine tout à l'heure. Moi, j'ai un parcours un peu différent. J'ai travaillé 10 ans en tant que salariée avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai été très, très heureuse en salariat et je me suis pas dit un jour que le rêve de ma vie était d'entrepreneur. Donc, comment j'en suis arrivée là ? J'en suis arrivée là parce que petit à petit, en avançant dans ma vie professionnelle et dans ma vie perso, qui sont 2 choses que vous ne pourrez jamais dissocier, je me suis dit qu'il fallait que je retrouve du sens dans ce que je fais. Et je me suis dit que finalement, je pouvais mettre mes petits neurones au service d'un projet qui faisait peut-être un peu plus la différence que mon métier d'avant. J'ai fait 10 ans de marketing et de développement produit dans des industries très variées. J'ai développé autant du scotch que des perceuses, que des spécial cas ou que des casques de ski. Voilà, ça vous donne une idée un peu de ce que j'ai fait. Donc, si j'en reviens aux 3 conseils, le premier, qui est quelque chose de fondateur pour moi, pour mon associé, c'est de définir votre perte acceptable. Je vous invite à lire les principes de l'effectuation. C'est une des bibles de l'entrepreneuriat. Mais la perte acceptable, et d'ailleurs, oui, chez SMAC, vous l'avez lu apparemment, puisque un des principes, c'est si la vie te donne des citrons, fais de la limonade. Définir votre perte acceptable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire juste prendre un petit temps pour définir qu'est-ce qui, pour vous, est suffisamment... qu'est-ce qui, pour vous, est la limite de ce que vous acceptez de perdre dans votre projet. Et ça, c'est hyper personnel. Et surtout, définissez-la en toute conscience et sans vous demander ce que les autres vont penser de ça. Il y a des gens, quand je parle avec des entrepreneurs autour de moi, il y a des gens qui vont dire « moi, mon niveau de vie idéal, c'est d'avoir un salaire à 50 000 par mois. » Ok, très bien. Par an, pardon. 50 000 par mois, j'en connais pas beaucoup. Il y a des gens qui vont vous dire moi, mon truc, c'est de pouvoir bosser que 4 jours par semaine parce que je veux pouvoir avoir du temps libre. Moi, je veux bosser à moins de 10 minutes de chez moi parce que je veux pouvoir aller bosser à vélo. Enfin, voilà. En fait, en gros, votre perte acceptable, c'est tout ce qui va définir qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre dans votre projet, qui fait que même si votre projet il capote, vous vous direz pas merde, en fait, j'ai mis toutes mes billes dans le même panier et là, aujourd'hui, je me sens pas alignée avec ce dont j'avais besoin pour être heureux. Je vous dis ça, moi, la perte acceptable, elle a été super importante parce que je suis maman de 2 enfants, de 6 et 4 ans. C'était super important pour moi d'avoir une famille. Et on m'a dit plein de fois que c'était risqué d'être entrepreneur et d'être jeune maman parce que quand j'ai démarré Good Loop, je venais d'accoucher de ma 2e fille. Et en fait, c'est un non-sujet. Pour moi, ça n'était pas un sujet. J'avais défini la perte acceptable du temps que je voulais passer avec mes enfants. Aujourd'hui, je le gère correctement et ça fonctionne comme ça. De la même manière, j'avais défini que j'étais prête à perdre tous mes 2 ans de chômage dans ma boîte, que c'était pas grave parce que j'avais bossé avant et que j'avais mis de côté avant. Mais ça, c'est vraiment hyper perso. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est un peu ce qu'a dit Clémentine, c'est de trouver un projet qui a du sens et surtout de ne rien lâcher. En fait, il faut bien vous dire qu'au début d'un projet, le risque, il est minuscule. Personne ne vous connaît. Tout ce que vous pouvez planter, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Si vous plantez un truc alors que vous avez plein de salariés derrière et des contrats qui valent vraiment cher, là, vous allez commencer à prendre des risques. Et en fait, la vie, elle est bien faite. C'est une boîte, c'est comme un enfant, en fait. Vous démarrez petit, vous tombez, vous apprenez, vous ne faites pas vraiment mal. Et puis ensuite, vous grandissez et vous prenez de plus en plus de risques. Et c'est ça qui est super passionnant dans l'entrepreneuriat. Et moi, un truc qui m'a beaucoup tenu, un jour, une fille de Manufactory m'a dit
Lâche pas, j'étais au fond du seau, hein. Vraiment, ça allait pas, c'était l'horreur. Ça allait pas, quoi. J'aurais pu arrêter le projet à ce moment-là. Et elle m'a dit, lâche pas parce que le plus difficile, c'est tout le début. Et en fait, c'est très vrai. Aujourd'hui, ça fait bientôt 3 ans que Goodloop existe. Je vous dis pas que c'est pas toujours difficile. Mais en fait, ce qui est certain, c'est qu'au début, vous défrichez. Vous êtes un explorateur, vous êtes avec votre machette, vous allez vous prendre des portes, vous allez vous planter sur plein de trucs. Et en même temps, c'est super excitant. Ensuite, vous allez rentrer dans une phase où vous allez structurer, optimiser. Là, vous rentrez dans une phase où vous êtes un peu stratège, vous connaissez votre marché. C'est super grisant aussi. Et un jour, j'en suis pas là encore totalement, mais un jour, vous serez dans une phase de consolidation. Vous serez dans une phase où vous allez staffer votre boîte, vous allez faire grandir des gens, vous allez leur déléguer des responsabilités, vous allez transmettre vos valeurs et en fait, vous allez faire en sorte que votre boîte, elle vive indépendamment de vous. Donc voilà, mais en tout cas, n'oubliez pas que quand on est au démarrage, c'est normal si c'est dur et c'est toujours le début qui est le plus dur. Et après, je terminerai par le 3e conseil. Je m'adresse peut-être plus particulièrement aux filles et aux femmes qui sont dans la salle. Soyez indulgents avec vous-même. En fait, c'est difficile d'être entrepreneur parce que pour atteindre votre objectif, vous essayez d'être toujours au top, de toujours tout réussir. Donc nous, on bosse dans le service. Il faut vous dire que si vous vendez du service, vous allez avoir des clients mécontents. Si vous bossez dans le produit, vous allez avoir des produits qui vont être foirés, qui vont rater, qui vont casser. Vous allez avoir des rappels produits, des SAV, c'est normal en fait. L'important, c'est d'écouter ces retours clients, de dire « Ok, j'utilise ça pour l'améliorer ». Mais du coup, l'important surtout, c'est d'être indulgent avec soi-même parce qu'on a vite fait de se décourager et de penser qu'en fait, le truc est inatteignable, alors que pas du tout. Et donc, voilà, j'en terminerai par un mot. N'oubliez pas que votre boîte, c'est votre vie, mais en fait, vous êtes aussi autre chose que votre boîte. Et prenez juste un tout petit peu de recul. Quand il vous arrive un problème, il y a tout un tas d'autres choses qui vous définissent. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, en tout cas, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de réussite. Et puis, si un jour vous avez besoin de conseils, vous me trouverez facilement sur LinkedIn. Merci. Merci Solène. Très inspirant. Oui, je peux te reprendre le micro si tu veux. Oui. C'est là où ça. On est en train de finir la soirée tout doucement. On va passer à la partie vote du public qui va arriver. Donc normalement, un QR code va s'afficher sur votre écran. Oui, voilà. Vous avez 3 minutes pour scanner ce petit QR code. On est moderne, on est sur ce QR code maintenant, on avance. Donc ça va vous mettre sur WooClap. Donc vous allez voir, il y aura 4 slides qui vont vous montrer les différents projets. Alors il y a les vidéos que les 7 projets ont pu poser. Ah, tu les as enlevés? Ok, donc c'est juste les votes. Donc là, vous allez pouvoir voter sur votre projet préféré. Et j'invite gentiment le jury à se lever pour aller derrière cette grande porte pour commencer à délibérer, parce qu'on a 3 prix à donner, nous, de notre côté. 3 minutes pour le vote. Un peu, voilà. Malheureusement, le jury, vous ne votez pas, vous votez déjà pour les 3 grands prix. Du coup, une fois que vous avez voté, j'invite du coup les finalistes à venir sur scène. On va faire les questions-réponses avec le public. Donc une fois que vous avez voté, je vous laisse vous avancer et puis on fera tourner des micros dans la salle. Donc quand le compteur est écoulé, je désactive les votes. Donc dépêchez-vous. Alors,
peut-être lever la main si vous avez des questions et puis on va vous passer le micro. Ah oui, éloignez-vous un peu. Ouais, merci. Allez, on peut prendre une première question. Ouais, merci. Bonjour, je sais pas si ça marche. Ouais. Ouais. Bonjour, moi j'avais juste une question pour l'X, du coup. Ouais. Ils s'en foutent. Ouais, ouais, excuse-moi, c'est peut-être le micro marche pas trop, mais ou je parle pas assez fort, je sais pas. Ouais, du coup j'ai une question pour vous. Ouais. Merci pour votre pitch déjà. Je voulais savoir si vous étiez vous êtes tous les deux dans le projet. Ouais, Ok. complètement. Vous êtes juste tous les deux. Ok. Et moi, ça me perturbe un peu parce qu'on parle quand même du plaisir masculin, on parle aussi du plaisir féminin et tout. Et du coup, je me demandais comment vous prenez la vie des femmes en fait dans votre projet. Ouais, j'ai compris. Ouais, il y a des potes femmes. Ok. C'est une excellente question. Effectivement, on est deux hommes porteurs d'un projet qui touche tout le monde. On considère que c'est vraiment un sujet qui touche tout le monde et donc c'est pas un problème qu'on soit deux hommes. À la suite, on sera sûrement amené à s'agrandir. On sera vraiment heureux de pouvoir accueillir la plus grande diversité possible au sein de notre équipe. Mais jusque-là, ça n'a pas représenté un problème. On essaye d'interviewer et de poser des questions à un maximum de personnes, autant des femmes que des hommes, de tous les genres, de toutes les sexualités possibles. Et donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. D'autres questions? Pas pour nous, enfin pour tout le monde. Ouais, question. N'hésitez pas, faites passer les micros. Ouais, faites passer. Mais en fait, on voit rien, c'est ça le problème. Bon. Bonsoir, moi j'aurais une question pour Rivalue. J'aurais aimé savoir, alors c'est peut-être encore un peu tôt, mais comment est-ce que du coup, si j'ai bien compris, les conserves sont remis en vente dans les supermarchés? Comment les prix sont fixés? Eh ben, les prix, donc en fait, nous, on se base sur le prix original du produit. Donc là, par exemple, je prenais tout à l'heure l'exemple de la conserve de pois chiches qui est vendue 74 centimes. Nous, le prix de vente au final du consommateur, on le fixe entre 30 à 40% moins cher que le produit original. Après là, l'exemple, c'était très conserve, mais nous, on ambitionne aussi de faire tout ce qui est pâtes, etc. Globalement, se focaliser sur du sec, vu qu'on a pas mal de concurrence qui quand même se focalise sur tout ce qui est fruits et légumes moches, le frais avec tout go et les paniers. Nous, on n'ambitionne pas spécialement les produits qui sont entre guillemets à date courte de péremption. C'est vraiment ceux qui ont un défaut d'emballage ou visuel. D'accord, et ça m'amène juste une deuxième question. Ouais. Du coup, pour la marge, comment ça se passe? Comment Bah, vous récupérez ces produits? En gros, pour la marge, nous, comme je disais tout à l'heure en question, on a à peu près une marge de 30-40% sur chaque produit. Donc là, typiquement, on revendait la conserve de 51 centimes au final pour le consommateur, sachant qu'on l'avait acheté 9 centimes avec 3 centimes d'étiquette. Il n'y avait pas spécialement de logistique vu qu'on le faisait au sein du magasin. Donc ensuite, on a tant de marge là, entre guillemets. Voilà. Merci. Mais pas de souci. Du coup, dans le même registre, pour l'X, je voulais savoir si vous aviez en tête des idées de business plan. Ouais, alors du coup, on aurait 3 business plans différents. Le premier, c'est celui qu'on préfère et qu'on veut porter, mais je dirais que dans un court terme, il n'est pas réalisable parce que beaucoup d'inertie, ce serait sous le même modèle que vous connaissez sûrement les préservatifs Eden, qui sont distribués gratuitement dans les pharmacies et en fait qui sont financés par l'État. Donc on aimerait à terme avoir un produit qui soit financé par l'État et qu'on puisse distribuer gratuitement. Du coup, ce serait plutôt un produit simple, sans forcément avoir les textures, les goûts, etc. Plutôt un produit le plus basique qu'on puisse proposer.
Après, on a un deuxième business model qui serait de la vente en magasin, donc pharmacie, sex shop et grande surface, avec en parallèle une vente sur notre site internet. Donc là, vous avez sur le même modèle que les préservatifs, des produits qui sont emballés individuellement toujours, mais dans des plus gros contenants. Donc par exemple, on peut imaginer 6, 12 et 18, 24, peu importe. Et le dernier business model, on veut faire des distributeurs dans les établissements de nuit. On pensait aux boîtes de nuit et clubs libertins. En fait, l'idée, c'est d'avoir un gros distributeur qui soit en forme de bouche pour que tout le monde imagine sur le même modèle que la bouche des Rolling Stones. Et en fait, vous avez une Lix qui tombe aléatoirement, donc vous ne savez pas le goût, vous ne savez pas la couleur et vous ne savez pas la texture. On vient payer en sans contact, on a la Lix qui tombe. Et voilà pour les 3 business models. Alors moi, j'avais juste une question pour ceux qui travaillent sur la réinsertion. Je m'excuse, j'ai oublié le nom du projet. Si j'ai bien compris, l'idée, c'est du coup qu'il y a certains détenus qui commencent à travailler pour un salaire de 45% du SMIC. Comment vous allez garantir, enfin, comment vous êtes sûr que bah, les entreprises vont pas juste se servir de détenus à 45% et après ne pas les embaucher? Honnêtement, les entreprises, elles ont pas un grand avantage à embaucher un détenu si c'est que pour l'argent. OK, il y a une déduction de 45% du SMIC, mais c'est aussi un encadrement qui est quand même vachement prenant. L'entrepreneur, si son seul but c'est de pas payer cher, ça va pas marcher. Il va essayer d'en recruter, mais il va devoir les tutorer, enfin, etc. Donc, je pense pas qu'on rencontrera ce problème. Comme le jury rentre, on va peut-être arrêter, sauf s'il y a une dernière question. Non, bon bah sinon on va écouter le. Ouais, je vous laisse vous rasseoir si vous voulez pour aller. Merci. Merci à tous. Un, deux, un, deux. Ouais, c'est bon. Bon, je pense qu'on a bien avancé. Je pense que vous êtes tous impatients de savoir qui va gagner les prix. Donc, on commencera par prix public, troisième place, deuxième place, première place. Non, j'ai peut-être une bêtise, Anne. On commence par le public? On commence par le public, très bien. Public, troisième, deuxième, premier. Et ben, on va pas laisser le suspense plus longtemps passer. Le prix public est attribué au projet SMAC. Bravo à elle. Bravo. Et pour remettre le prix, il me semble que c'est Floriane d'Attitude Conseil. Hop. Moi Peut-être un petit mot, peut-être l'une d'entre vous rapidement. Ouais, merci à tous d'avoir voté. Si vous êtes dans la salle et que vous avez voté pour nous, merci à tous les gens qui ont voté aussi sur les autres réseaux sociaux via le lien toute la semaine dernière. C'est vraiment un plaisir d'avoir fait cette vidéo toutes les 3. C'était un joli travail, acharné mais très bien réussi. On est vraiment fiers de ce qu'on a produit. Merci à tous. Et félicitations. Le troisième prix qui sera délivré par Fatia Bouchama, que j'invite à monter sur scène avec moi, c'est Rivalue. On peut l'applaudir. Un petit mot, Mathéo, peut-être?
Oui, bah écoutez, merci beaucoup. Je suis très étonné d'être là, franchement, très honnêtement. Donc c'est un super plaisir. Et puis voilà, vous avez contribué au projet Revalue et puis vous irez peut-être boire des petites conserves bientôt avec le logo, on sait jamais. Félicitations encore. Ah, faut qu'on se mette là? D'accord. Ah, on doit refaire la photo, d'accord. Merci et encore bravo. Deuxième prix. Alors, deuxième prix, ah ben, vous les connaissez bien parce qu'elles viennent de gagner le prix du public. C'est SMAC. Et c'est Christophe Pascal, merci, qui vient donner le prix. Va falloir parler encore une fois, peut-être une autre personne, mais... Un petit mot peut-être? Merci beaucoup au jury. Du coup, on est très content que le projet vous ait plu, parce que c'était important aussi que ça vous plaise et d'avoir vos retours. Donc, d'ailleurs, on attend vos retours aussi à la fin de la cérémonie. Et voilà, merci beaucoup. C'est cool. Félicitations. J'appelle Franck qui vient pour délivrer le premier prix. Suspense, roulement de tambour. Le premier prix est délivré à Lix. Félicitations. Bravo, bravo. Bravo. Merci, je t'en prie. C'est pour vous. Bah, vas-y, je t'en prie. Un petit mot peut-être quand même, pour les vainqueurs. On est super heureux de gagner ce premier prix. On est heureux de voir que c'est un sujet qui vous touche et qui vous parle. Merci à ce jury qui a été là aujourd'hui. Et aussi bravo à tous les participants et participantes parce que c'est quand même pas un exercice facile et on espère qu'on va pouvoir profiter de ce prix pour pouvoir commencer le moulage latex qui est la prochaine grosse étape et qu'on pourra aller loin avec l'X. Voilà. Encore bravo, encore bravo. Et bien sur ces belles notes joyeuses, je vous invite, voilà, la fin de soirée se termine tout doucement. Merci encore beaucoup à tous nos partenaires, sans quoi cette soirée ne serait pas présente. Merci surtout aux 7 porteurs de projets, aux 7 projets qui ont permis que cette finale soit réalisée d'une qualité extraordinaire comme tous les ans. Donc merci beaucoup et j'espère vous revoir l'année prochaine parce que l'année prochaine, courant toujours avril, il y aura toujours Jamais Entreprendre qui sera présent. Merci, passez une bonne soirée, bonne continuation et à bientôt. Le jury, le candidat, ne partez pas, on va faire les photos, toutes les photos. Donc si vous avez 5 minutes. Oui, tous ceux qui ont gagné, restez. Donc peut-être d'abord les prix. Si vous pouvez revenir par groupe de prix.